On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit le président de MXO Agence Total, située dans le Vieux-Saint-Jean, une entreprise qui existe depuis 18 ans désormais. Et Steve Trenk, qui est son président, va bien sûr nous parler de ce prix surprise que l'entreprise a reçu il y a quelques jours à peine à la soirée SR, qui est le prix du partenaire culturel. Mais d'abord, on reste dans le domaine de l'économie, parce qu'il y a une entreprise de chez nous qui s'appelle Thermaco, fondée en 1968 par Roger Breton, qui passe maintenant à de nouveaux intérêts. Namac Capital, deux investisseurs qui veulent bien sûr garder l'entreprise ici même en sol québécois et en sol joannais. Excellente nouvelle économique pour la région, mais pour le Québec tout entier. Une entreprise bien de chez nous qui existe depuis 1968, fondée par le joannais Roger Breton, Thermaco, qui va demeurer propriété québécoise. Il y a eu une transaction quand même importante qui s'est déroulée il y a quelques jours. Propriété désormais de Namac Capital. On reçoit l'un de ses associé principal, Stéphane Huot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parlez-nous un peu de vous et de Namac Capital. Qu'est-ce que c'est comme entreprise? Namac Capital, c'est une firme d'investissement qui est composée de Patrick Dussault et moi-même, également là, de certains investisseurs un petit peu plus passifs. Namac Capital était vraiment à la recherche activement d'entreprises, je dirais, avec certains créneaux assez spécialisés, entreprises nichées. Et très heureux d'avoir conclu la transaction de Thermaco. Bon, Namac Capital existe depuis combien de temps? C'est tout récent. C'est une entreprise qu'on a fondée récemment, Patrick Dussault et moi. Je suis un ancien de chez Bombardier Transport. On a eu certaines entreprises et là, c'est une nouvelle association là, avec certains investisseurs privés. Bon. À quoi ressemble, disons, la toile d'investissement que vous avez en ce moment? Autrement dit, les intérêts que vous possédez sont dans quel univers, quel domaine? On a été propriétaire de certaines entreprises, dont Groupe Masdel, Esthétique sans frontières, qui étaient des entreprises manufacturières qui possédaient certaines marques de commerce. Entre autres, au niveau de Masdel, la marque très connue Sac Magique, c'est une marque de commerce qui était notre propriété. Et au fil des années, il y a eu plusieurs acquisitions qui étaient faites dans ce sens-là. Mais là, vraiment, on prenait une tangente davantage au niveau du manufacturier, là, un petit peu plus imposant, je dirais, avec des nouveaux partenaires. Là. Bon. Comment l'opportunité de Thermaco s'est-elle présentée à vous? Je dirais dans la plupart des cas, parce qu'on a quand même fait plusieurs acquisitions au cours des dernières années, la réalité, c'est toujours par l'entremise de contacts. Donc, des gens du domaine des affaires, là, de qui on a eu vent, là, qui avaient peut-être une possibilité là, de transaction. Et c'est à ce moment-là qu'on est entré en contact avec M. Breton. Bon, parce que M. Breton est âgé, disons, il est un octogénaire. Je sais qu'il passe beaucoup de temps en Floride. Monsieur qui est quand même très, très, très en forme. En même temps, c'est souvent la réalité d'entreprises fondées par des gens comme Roger Breton. Dans certains cas, il peut y avoir des enfants qui ont de l'intérêt sur la continuité. Dans d'autres cas, non. Visiblement, le risque dans ce genre d'entreprise-là, c'est que ça soit vendu à des intérêts américains ou autres. Donc, c'est quand même un avantage quand même certain que ça reste de propriété québécoise et que ça demeure ici à Bien, je vous dirais de notre part, c'est vraiment une fierté. Il y a eu annonce aux employés la semaine dernière et c'est quelque chose pour lequel on est très fiers. Souvent, malheureusement, on entend beaucoup de nouvelles dans les médias d'entreprises qui, malheureusement, vont passer du côté du Canada anglais ou, dans certains cas, là, du côté américain. Et dans ce cas-ci, bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est des Québécois qui conservent une entreprise québécoise. Bon. Thermaco, depuis 1968, Roger Breton, donc, qui, évidemment, vous vend l'entreprise. On parle de quoi? 200 employés actuellement? On parle de 200 employés, environ 140-150 ici dans l'usine, ici à Saint-Jean, et un autre 50 employés à peu près là, dans l'usine de Reading, en Pennsylvanie. Bon. Parlez-nous un peu de Thermaco, parce que Thermaco s'est aussi beaucoup transformé au fil des ans. L'usine, évidemment, qui a pignon sur rue, là, sur le boulevard industriel, pas loin de la rue Aubry, est là depuis plusieurs décennies, mais elle a subi aussi plusieurs agrandissements. Oui. Il y a eu beaucoup de croissance à l'époque de M. Breton. Donc, à quoi ressemble aujourd'hui Thermaco? Thermaco, c'est 70 de ses ventes qui est fait actuellement au niveau du marché américain. Donc, une entreprise qui a su développer une certaine niche de produits vraiment, là, je dirais, dans une position, surtout au niveau du marché américain, qui est très, très niché. Donc, principalement au niveau des cabinets, au niveau des racks à batterie,
Également, tout ce qu'on voit au niveau des enveloppes de camions, principalement avec Bell, là, qui est un de nos gros clients. Donc, je dirais c'est vraiment des créneaux de marché qui ont été très, très bien développés dans le passé. Nous, ce qu'on a vu de notre côté, c'est beaucoup d'opportunités de croissance et de développement. Et c'est vraiment là, ce qui nous a allumés lorsqu'on a fait nos premières démarches avec M. Breton. Là. On parle de conception et de fabrication de carrosseries de véhicules utilitaires. Exact. Donc, en quoi ça vient, disons, influencer ce qu'on produit ici même à Saint-Jean ou peut-être même en Pennsylvanie? Qu'est-ce que c'est comme niche? Bien, je dirais que l'expertise qui a été développée à l'époque de la part de M. Breton, c'est vraiment tout l'aspect au niveau de la peinture en poudre. Oui. Et c'est vraiment à partir de cette particularité-là là, qui a été développée que l'entreprise a pris un essor à ce niveau-là. Il faut comprendre que l'assemblage au niveau des camions est un petit peu particulier par rapport à ce que la compétition peut faire. Donc, c'est vraiment des cabinets très singuliers qui sont assemblés pour faire un amalgame et la totalité du camion. Donc, ce qui amène beaucoup de légèreté et un avantage concurrentiel qui est intéressant. Alors, c'est ce qui a été développé. Bon. Quelle est la différence entre ce qu'on fait ici à Saint-Jean versus la Pennsylvanie? La raison pour laquelle, à l'époque, Pennsylvanie, l'usine a été ouverte, c'est principalement qu'il y a deux très gros clients de Thermaco au niveau des boîtes à batterie là, qui sont installées là-bas à Reading. Alors, il y avait une question d'approvisionnement là, pour être très, très près de ces clients-là. Et ce n'est qu'un seul produit qui est produit, là, qui est fabriqué à l'usine là-bas à Reading, alors qu'ici, bien, tout l'aspect au niveau technique et des autres gammes de produits que je parlais là, est fabriqué ici sur place. Quand vous parlez des trucs pour les batteries, on parle bien sûr des UPS. Exact. Pour les gens qui connaissent le domaine. Là. Exact. On parle des fameux caissons là, métalliques qui sont utilisés de la part des manufacturiers de batteries. Donc, on parle vraiment de batteries industrielles là, avec format assez imposant. Là. Bon, quand on achète une entreprise comme celle-ci, qui est établie depuis une quarantaine d'années, qui a 200 employés, qui a 2 usines, qui a une expertise, qui a un carnet de commandes, je présume, intéressant, avec des clients fidèles, mais je présume que pour de jeunes entrepreneurs, c'est aussi d'y voir un objectif de croissance. Absolument. Donc, évidemment, c'est votre domaine à vous, mais en quoi voyez-vous de la croissance ou le potentiel de croissance dans ce type d'entreprise? Bien, je pense de notre part, un des premiers critères d'évaluation, naturellement, c'était de bien comprendre quelles étaient les forces et les faiblesses de l'entreprise. Ce qu'on a rapidement constaté, c'est qu'au niveau des forces, on parlait tantôt de l'expertise, l'ingénierie, du produit niché, ce qui a été développé au cours des années. Au niveau de la faiblesse, et ce qu'on voit, nous, comme davantage une opportunité, c'est vraiment au niveau du développement des ventes. Ça a toujours été une entreprise avec laquelle les commandes rentraient facilement et tout seul. Donc, je dirais que l'emphase au niveau de la structure de vente et du déploiement là-dessus, il y a peut-être moins d'efforts qui a été mis de ce côté-là. Donc, pour nous, c'est une belle opportunité là, lorsqu'on parle de croissance. Bon, évidemment, on ne connaît pas le domaine, on est un peu néophyte là-dedans, mais la compétition, c'est qui, c'est quoi, c'est où? C'est quoi votre terrain de jeu? La compétition, elle vient, je dirais, principalement de joueurs américains, quand même de grosses entreprises, parce qu'on dessert de gros clients. On parle vraiment de multinationales. Certains de nos clients, on parle de plusieurs milliards de chiffres d'affaires de leur côté. Donc, on représente vraiment une infime partie d'approvisionnement de leur côté. Donc, c'est vraiment contre de grosses entreprises là, américaines et internationales. Je pense que l'expertise qui a été bâtie au cours des années, ça nous positionne avec vraiment un avantage concurrentiel qui est intéressant. Bon, en quoi Thermaco est-elle différente? De quelle façon elle se différencie de la compétition? Je pense par l'expertise et la précision des produits qui ont été faits. Peut-être contrairement à ce que les gens peuvent penser, les produits qui sont fabriqués demandent vraiment une précision, une très, très haute précision. De là, la raison des investissements qui ont été faits dans le passé, des investissements futurs qu'on veut faire. Alors, il y a vraiment une expertise là, qui a été développée au cours des années et c'est ce que les clients reconnaissent de notre part, là, la qualité des produits et naturellement avec les prix. On est extrêmement compétitif et notamment avec la devise américaine là, qui joue pour beaucoup actuellement. Est-ce que la transaction a été bien accueillie de la part des actuels clients? Est-ce que vous avez déjà eu une réponse à cet effet? On a eu des réponses très positives à cet effet-là. Je pense que de leur côté, il y a une question de sécurité. Oui. Comme vous l'avez mentionné, M. Breton était quand même en âge avancé. Donc, de leur côté, le savoir qu'il y avait là, un plan de relève, je pense qu'il y avait un côté là, qui était bien accueilli de leur part. Et de quelle façon la nouvelle a-t-elle été accueillie de la part des 200 employés? Très bonne. Je dirais que ce que les gens avaient le goût de voir, naturellement, c'est
c'est davantage de projets et de nouveaux défis. Naturellement, on arrive avec des idées qui sont différentes, une implication, je dirais, physique qui va être différente de ce qu'elle était. Et puis, c'est vraiment pas une critique là, à l'encontre de M. Breton, mais je pense de ce côté-là, là, c'était le message qu'on nous a envoyé. Là. Bon. Je reviens un peu à votre profil et à celui de votre collègue, parce que c'est quand même assez particulier. Bon, vous êtes dans l'investissement, puis quelqu'un qui se dit, c'est quoi le lien entre le sac magique puis Thermaco? Il n'y en a pas vraiment, si ce n'est que des opportunités d'affaires pour aller chercher de la croissance. Dans le fond, vous étiez à la recherche d'une entreprise manufacturière parce que c'était probablement quoi votre volonté? Vous aviez un désir d'aller dans ce genre d'industrie? C'était notre volonté. Il faut également comprendre que je suis un ancien de chez Bombardier Transport. Donc, j'étais en charge du contrôle de la production, notamment sur le contrat New York, qui était la fabrication de wagons de métro pour New York. Donc, naturellement, l'expérience qui était acquise là et puis un peu ce qu'on retrouve aujourd'hui chez Thermaco, il y a quand même certaines similitudes, là, je dirais, au niveau du manufacturier. On cherchait vraiment une entreprise avec laquelle on aurait vraiment le sentiment d'être capable de contribuer d'une façon importante à la croissance de cette entreprise-là, de pouvoir apporter quelque chose à l'entreprise. Et c'est vraiment le match parfait, à notre avis, qui s'est passé. Et votre collègue Patrick Dussault, c'est bien ça? Exact. Quel est son profil, au juste? Patrick, juste pour faire un petit aparté, on s'est connus à l'université, donc administration, concentration, finance. Patrick est un ancien banquier, Banque nationale, Banque de Montréal. Donc, toujours utile dans les affaires. Toujours utile dans les affaires. Naturellement, c'est quand même une transaction là, qui représente plusieurs millions de dollars. Donc, je pense, dans les circonstances, là, on a vraiment une bonne équipe là, pour amener l'entreprise à un autre niveau. Donc, c'est ça, vous vous êtes rencontrés à l'université et depuis, vous êtes un peu inséparables dans le monde des affaires. Exactement, là. exactement. Ouais. Autre point important que je tiens à souligner, c'est la venue également de Philippe Racine, qui est un des fondateurs de Lumen Pulse, qui est une entreprise qui a vraiment connu un essor très important, donc qui a commencé là, à tout près d'1,8 million pour être à plus d'une centaine de millions de chiffres d'affaires aujourd'hui. Donc, Philippe est un des instigateurs de ça. Également, point important, Gilles Boucher, qui est un des artisans de la belle croissance et de où Thermaco est rendu aujourd'hui, et également actionnaire là, avec nous dans l'entreprise. Bon, dernière question. Tantôt, je vous ai demandé un peu quel a été l'accueil des employés et des clients, mais M. Breton, dans tout ça, qu'est-ce qu'il vous a dit? Est-ce qu'il vous a émis un souhait ultime? Parce que, puis même, c'est drôle parce qu'on parlait de lui la semaine passée parce qu'il a remis un don de 25 000 à la Saint-Vincent-de-Paul depuis la Floride. Donc, il faut connaître le personnage un peu, mais M. Breton, dans tout ça, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je pense, je ne veux pas parler pour lui, mais de ce que je comprends, je pense que c'était vraiment important de la part de M. Breton de sentir qu'il y avait une relève québécoise qui pouvait amener l'entreprise à un autre niveau. Je pense que par les diverses discussions qu'on a avec lui et beaucoup de rencontres, je pense qu'il a bien senti l'implication qu'on voulait avoir dans l'entreprise. Il a bien senti de notre part qu'on sait ce que c'est entrepreneur. On sait ce que c'est en affaires, donc je pense que c'est cette connexion-là probablement qui s'est effectuée à ce moment-là. Bien, merci infiniment, Stéphane Huot de Namac Capital. Donc, merci, félicitations et puis bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci, c'est un plaisir. Merci. Restez avec nous puisqu'au retour, à l'occasion de la soirée SR récemment, l'agence Total MXO a reçu un prix.
Au cours des derniers jours, de la dernière semaine, en fait, on a reçu les principaux gagnants à la soirée Essar, entre autres le gagnant de la relève, également le passeur culturel, etc., le prix hommage également à Christian Poupard. Mais il y a aussi une entreprise de chez nous, MXO, Agence Total, qui a reçu le prix de partenaire culturel. Steve Trenck, qui est président de l'Agence Total MXO, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Éric. Parlez-nous un peu de ce prix en question. Il représente quoi? Bien, il représente quoi? Avant même de le recevoir, j'étais plus ou moins au courant qu'il y avait un prix partenaire culturel. Je connaissais la soirée Essar. Puis il y a quelques semaines, on m'a contacté. Il m'a dit, Steve, bien, vous allez recevoir un prix. Donc, pourquoi? Pourquoi? Ben oui, mais partenaire culturel. Puis en fait, ce qu'on voulait souligner, c'est que depuis 18 ans qu'on est installé ici à Saint-Jean, je me suis toujours impliqué avec mes employés, tout ça, avec différents organismes culturels, que ce soit la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, que ce soit l'International de Montgolfière, mais pas juste ça, le Vieux Saint-Jean aussi, où on donne beaucoup de notre temps. Et bien, on voulait souligner notre contribution pour la Saint-Vincent-de-Paul. C'est pas directement lié à la culture, mais je dirais que c'est le mieux vivre là, ici à Saint-Jean. Bon, évidemment, je présume qu'on est bien heureux quand on reçoit un prix, surtout un prix qui n'est pas vraiment attendu, parce que ce n'est pas un concours auquel vous aviez envoyé votre candidature, donc c'est un peu comme un prix surprise, là. Tout à fait, parce que dans notre domaine, comme on est une agence de publicité, souvent on soumet des projets, puis on espère gagner un prix, puis bien, il faut payer pour participer au concours. Là, c'est souvent un peu spécial, je vous dirais. Mais dans ce cas-là, ça a été une belle surprise. Il y avait quelques employés qui étaient au courant parce qu'il fallait préparer une vidéo de présentation et tout ça, mais ils m'avaient caché il m'avait fait la surprise, là, il me l'avait réservé. Donc, c'est réellement une belle surprise. Oui. Souvent aussi, puis bon, évidemment, vous avez des activités ici, mais vous avez quand même des activités de façon assez étendue parce que vous avez des clients un peu partout. Souvent, quand on rencontre des gens qui reçoivent ce genre de prix, on dirait que quand le prix vient d'ici ou quand il vient de nos pairs, il a souvent plus de poids que les autres. Bien, à ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un comité qui a regardé un peu les différentes entreprises de la région. Puis à un moment donné, notre nom est sorti de lui-même. Ça fait que c'est sûr que de savoir qu'on est reconnu de nos proches, parce que souvent on dit nul n'est prophète en son pays. Ouais. On l'entend souvent, mais là, de savoir que les gens apprécient ce qu'on tente de faire là, pour améliorer notre vieux Saint-Jean et Saint-Jean-sur-Richelieu en général, là, c'est très apprécié. Bon, en même temps, c'est un choix d'entreprise aussi, parce que le type d'entreprise que vous avez, on peut être assis à peu près n'importe où et ça peut faire le boulot, là. On peut être assis au 10-30, on peut être assis à Iberville ou être assis dans le Vieux-Saint-Jean ou dans le quartier Normandie, puis on va faire la même affaire, là. Oui. Ça prend un bureau, un ordinateur, une connexion Internet, puis bon... Bien, tout à fait, mais ça m'a longtemps travaillé. Évidemment, il y a quelques années, toutes les agences, un peu comme la mienne, étaient sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal ou dans le Vieux-Montréal, et c'était, comment dire, hype d'être là. Il fallait absolument être là. Et moi, j'ai pris le pari de rester ici, et je vous dirais que ça m'a bien servi, parce que ces agences-là, à un moment donné, sont toutes regroupées ensemble, et il y en a trop sur le même secteur. Et moi, en faisant le pari de rester ici un peu plus en région, bien, je suis devenu, avec MXO, probablement la plus grosse agence de la Rive-Sud de Montréal. Et il n'y a pas vraiment d'autres joueurs comparables à nous. Alors que si j'étais à Montréal, bien, probablement que je me battrais avec une dizaine d'autres agences. Est-ce que c'est donc un avantage d'être un joueur important sur un territoire donné qui est celui de la Rive-Sud de Montréal? Bien oui. Et l'autre chose, c'est qu'actuellement, on s'est donné un objectif il y a quelques années. Le fait de m'installer dans le Vieux-Saint-Jean est devenu pour moi un avantage concurrentiel. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que le Vieux-Saint-Jean, c'est mort. Moi, j'en fais une attraction touristique pour mes clients. Souvent, parce que j'ai beaucoup de clients de Montréal, je leur dis, venez faire un tour dans le Vieux-Saint-Jean. Là, ils disent, c'est où ça? C'est donc bien loin. Oui. Je leur dis, c'est à 20 minutes du pont Champlain. Il y a de très bons restaurants. Je vais vous amener dîner et tout ça. Puis là, finalement, quand ils arrivent, ils ont une belle surprise. C'est comme une sortie à la campagne, un peu pour eux, là. C'est un peu drôle. Donc, ça suscite un peu la curiosité, l'intérêt. Oui. Mais ce n'est pas un frein nécessairement à faire des affaires. Est-ce que le fait de dire, oui, nous, on est basé à Saint-Jean, est-ce qu'il y a des clients qui disent, hein, quoi, vous êtes à Saint-Jean? Bien, ce qu'on a dû faire dans le passé, parce que nous, dans le type d'entreprise qu'on a, il y a beaucoup de demandes, de soumissions, des appels d'offres et tout ça. Et il y a quelques années, bien, on a établi un bureau à Montréal, un bureau de service, où il n'y a pas d'employés réellement, mais on peut aller se rendre sur place pour faire des rencontres avec les employés. Donc, sur notre site Internet, tout simplement, on dit qu'on a une place d'affaires à Montréal, puis une à Saint-Jean. Et à partir de ce moment-là, assez curieusement, il y a des appels d'offres qu'on ne recevait jamais, qu'on s'est mis à recevoir.
Et quand les gens nous contactent, bien, ils disent « OK, vous avez un bureau à Montréal? Oh, oui, si vous voulez, on peut vous rencontrer là, mais venez donc à Saint-Jean. Vous allez voir, c'est merveilleux. » Puis c'est sûr que la place d'affaires qu'on a maintenant... Sur la rue Longueuil. Sur la rue Longueuil, Longueuil. de l'Hôtel de Ville. Ben oui, tout à fait. Le Campbell Hall, qui est un édifice qui a maintenant 103 ans. On l'a retapé, puis c'est une attraction quasiment pour nos clients de venir faire un tour dans nos Parce bureaux. que vous auriez pu décider de vous installer dans le quartier Normandie, près de l'autoroute 35 aussi, mais ça n'aurait pas eu le même cachet. Pas le même cachet, mais je me suis déjà exprimé sur le sujet. Moi, ça me déprime de dire qu'on a des vieux quartiers avec des bâtiments briques et mortier qui sont là, qui demandent juste un peu d'amour, qui peuvent être retapés et qui ont un cachet, alors que si on va s'installer sur le bord de l'autoroute et tout ça, bien, c'est des constructions neuves. Elles n'ont pas nécessairement d'âme. Peut-être qu'elles en auront dans 100 ans, mais je pense que les investisseurs devraient penser, avant de construire du neuf, de voir comment on pourrait retaper le patrimoine bâti. Bon, MXO, donc, c'est 18 ans d'histoire, mais en fait, il y a eu une histoire récente parce qu'il y a eu quand même une fusion là, il y a quelque temps. Ça fait quoi, 2 ans peut-être? Non, le 1er janvier. Donc, ça va faire 1 an? Oui, tout à fait. OK, donc c'est quand même assez mais il y a eu récent. une réflexion avant. Je vous dirais que le processus a peut-être pris 2 ans et demi, mais le nom officiel MXO, c'est depuis le 1er janvier seulement. Bon, combien d'employés aujourd'hui? 35. 35? Oui, 35 à temps plein. Dans le Vieux-Saint-Jean aussi, j'en suis très fier. C'est des gens qui viennent soir et matin, qui dépensent dans tous les restaurants du Vieux-Saint-Jean. Et ça, je peux vous dire qu'il y en a probablement 15. Ils n'apportent pas leur lunch. Ils aiment mieux se promener un petit peu ici. Puis, pour moi, c'est la preuve qu'on peut établir des entreprises de services ici dans le Vieux-Saint-Jean sans trop de problèmes. Bon. Et être un partenaire culturel d'une ville comme Saint-Jean-sur-Richelieu, ça veut dire quoi? Parce que là, c'est le prix que vous avez reçu pour certaines formes d'implication, mais avec le recul, on se dit... En quoi on est partenaire culturel, nous, comme entreprise? Bien, en fait, c'est pas voulu. Je vous dirais que devenir partenaire culturel, c'est issu d'une culture qu'on a nous-mêmes. Étant une agence de design et de communication, c'est sûr qu'on baigne dans la culture soir et matin. Dans ce cas-là, bien, je vous dirais que c'est un effet, comment dire, un effet qui va de soi, là. Je ne sais pas comment l'exprimer. Puis, j'ai toujours aimé m'impliquer dans ces domaines-là. Donc, c'est sûr que lorsqu'on nous sollicite, parfois, là, je ne dis pas, venez pas toutes m'appeler là, pour avoir de l'argent, mais il y a des causes qui me tiennent à cœur, puis évidemment, ça me fait plaisir, là, soit d'investir des sous ou du temps dans certains projets. Bon. Évidemment, un des sites Internet auxquels vous êtes associé depuis très longtemps, c'est l'International de Montgolfière, de Saint-Jean-sur-Richelieu. Depuis combien d'années? Bien, en fait, moi, la petite histoire de l'entreprise, c'est que j'ai débuté comme graphiste au Festival Montgolfière en 1994. Le premier site que j'ai fait personnellement pour le festival, c'était en 1995. Et vraiment, ce qui a lancé l'entreprise, dans mon cas, c'est qu'en 2000, on avait remporté un Félix à la Disque pour le site Internet de l'année, alors que c'était la première année que la Disque décernait un Félix pour un site Internet. Donc, j'ai un Félix au bureau et je ne chante pas du tout, là, puis je ne suis pas artiste dans ce domaine-là, mais Et ça a lancé un peu notre entreprise parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec une notoriété sur l'île de Montréal, alors qu'à l'époque, il faut se dire que j'avais une entreprise de 5 employés seulement. Et là, du jour au lendemain, bien, il y a des grands clients qui nous ont appelés parce qu'ils avaient entendu parler de nous via ce prix. Bon. Et en même temps aussi, toute la programmation musicale de l'International de Montgolfière, c'est aussi, évidemment, un sens qui est très, très, très culturel. Là. Oui. Donc, d'y être associé... Bien oui, puis au fil des années, bien, des aventures au festival, on en a eu plus d'une, parce que le festival, même à une certaine époque, mes bureaux étaient à l'intérieur des bureaux de l'International de Montgolfière. J'ai donc vécu l'épopée des Backstreet Boys, de Rock Voisine, d'Éric Lapointe qui est venu maintes et maintes fois au festival. Et de le vivre de l'intérieur, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, on le vit de nos bureaux, mais ça nous occupe vraiment beaucoup, là. Et le site Web de l'International, il a aussi beaucoup changé depuis l'an 2000. Oui, je me rappelle. Il a changé plus d'une fois, j'imagine. Plus d'une fois, mais le premier avec des petits gifs animés de Montgolfière, je me rappelle très bien de quoi il avait l'air, là, avec des ballons qui bougeaient un peu, là. C'était cheesy, comme on dit, puis maintenant, le site Internet, je pense que c'est autre chose. Donc, on pense plus... À l'époque, on ne savait pas trop quoi faire avec le site Internet. Il y avait quelques hyperliens dessus, on parlait de la programmation. Et même, il n'y avait même pas son propre nom de domaine. Donc, ce n'était pas montgolfière avec un S.com. C'était un hébergeur de site Internet qui s'appelait Accessible à l'époque. Donc, c'était montgolfière.com/accessible.net, quelque chose comme ça. Donc,
Mais je vais vous dire, c'est pas tout le monde qui croyait à ça, Internet. En 94-95, c'était comme une mode. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On ne savait pas trop. Finalement, ça n'a pas pire marché. Ouais, puis j'avais pris ce pari-là et ça m'a bien servi. Alors, Steve Trenc, merci beaucoup. Félicitations encore une fois donc à Emixo, Agence Total, pour avoir ce prix de partenaire culturel à la dernière soirée des prix Essar ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, félicitations et longue vie, bien sûr, ici même dans le Vieux-Saint-Jean. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Petit rappel, en fin de semaine, c'est la guignolée de l'Étoile, l'Étoile pédiatrie sociale en communauté du Richelieu, inspirée de l'œuvre du docteur Julien. Le télébingo tous les dimanches matin 9h30 en direct avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 et 30 dépositaires dans la région pour acheter vos petits livrets de bingo. Nous, on se fixe rendez-vous demain. Bye-bye.